Bonsoir à vous tous. Soyez les bienvenus. Notre sujet d'aujourd'hui, hyper important, c'est l'insulinorésistance avec ce regard toujours de la matrice de la nutrition fonctionnelle. Alors, notre sujet, comme je vous ai dit, c'est l'insulinorésistance. Si on va parler d'insulinorésistance, on va parler d'insuline, évidemment. Cette hormone qui a une priorité dans les études de n'importe quel professionnel de santé, n'est-ce pas? Mais avant de parler aujourd'hui de l'insulinorésistance, je voudrais vous poser une question professionnelle de santé. Est-ce que vous savez la différence entre nutrition et nutrition fonctionnelle? Parce que parfois, je constate qu'il y a pas mal de personnes qui disent dans les réseaux sociaux « Ah non, je pratique déjà la nutrition fonctionnelle » en pensant que c'est de la nutrition tout simplement. Alors, la nutrition tout court, elle est divisée en macronutrition et en micronutrition. Cette partie-là, vous allez prendre connaissance de la micronutrition et de la macro, glucides, lipides, protéines, pour qui, comment, le grammage, même vous allez vous intéresser par la complémentation ou la supplémentation nutritionnelle, n'est-ce pas? Donc, un coach qui se dit, parce qu'ils se disent, je suis coach en nutrition ou coach nutritionnel, lui, pour nous de la nutrition fonctionnelle, il a cette vision de nutrition, qui n'est pas du tout la nutrition fonctionnelle. La nutrition fonctionnelle est une stratégie de comprendre tout simplement, ou pas tout simplement, mais parce que c'est pas simple, mais de comprendre l'homme, l'être humain, au travers surtout de principes qui sont les principes biochimiques, mais c'est une biochimie personnalisée. On va prendre cette personne, on va mettre dans la matrice de la nutrition fonctionnelle, on va connaître au travers de ce qu'on appelle la timeline et au travers des questionnaires et même au travers des bilans sanguins, urinaires ou d'autres, on va comprendre les signes et symptômes que cette personne a dans son tableau clinique maintenant. On va prendre les antécédents personnels, les antécédents familiales. Qu'est-ce qui pourrait déclencher son état actuel de santé? Qu'est-ce qui a passé pour expliquer ça? Et on a des éléments qu'on appelle les éléments modifiables. Ces éléments vont constituer effectivement le sommeil, vont constituer la capacité de relaxation de cette personne, son activité physique, son mouvement, son hydratation, sa nutrition, micro et macro. Ça veut dire que la nutrition holistique, la nutrition intégrée ou tout ce que vous voulez dire, elle est un morceau de ce puzzle qui est la nutrition fonctionnelle. Donc, on va analyser tous ces éléments qu'on appelle modifiables, parce que tout simplement ils sont modifiables, comme tout ce que je viens de vous dire, et je vais inclure les stress chroniques, les rapports que cette personne a avec la nature, avec sa famille, avec son travail, et on va analyser et mettre tous les signes et les symptômes qu'elle a dans des nœuds qu'on appelle le nœud biologique. Attention, nœud biologique n'est pas du tout la même chose que système, comme par exemple, le système digestif, c'est un système, c'est le système digestif. Notre nœud où est inséré le système digestif s'appelle assimilation. Donc, qui va rentrer dans ce nœud assimilation sera le tractus gastro-intestinal, le système digestif bien sûr, mais aussi le poumon, aussi la peau, sont des éléments qui vont faire partie de l'assimilation. Donc, ce n'est pas que le système digestif, d'accord? Sachant que le système digestif est un élément hyper important.
Donc, on a par exemple les nœuds biotransformation où on aura les reins, où on aura le foie, où on aura le poumon, parce que biotransformation, il y aura le foie qui va faire la biotransformation, ça veut dire permettre que une molécule soit éliminée par le corps au travers de la phase 1 et phase 2 du foie, mais il y a aussi l'élimination qui sera faite par le poumon, par la peau et même par le rein. Donc, vous voyez qu'assimilation et biotransformation sont bien liés, mais avec de regards totalement différents. Aujourd'hui, comme on va parler d'insuline, on va parler du nœud qui s'appelle communication. Parce que la communication, dans ce nœud communication, on aura les neurotransmetteurs et aussi les hormones. Donc, que pour vous donner une réponse très courte, quelle est la différence entre nutrition et nutrition fonctionnelle? La nutrition est une partie du puzzle qui va constituer les stratégies qui est la nutrition fonctionnelle. Elle va vous permettre d'analyser et de proposer quelque chose, un traitement à votre client ou à votre patient pour définitivement régler son problème. L'amener à ce qu'on appelle la santé, qui en fait c'est santé avec vitalité positive maximale. Vem comigo! C'est ça que je viens de vous expliquer. N'oublions pas que cette matrice de la nutrition fonctionnelle, là-haut, en regardant tous ces nœuds, que je n'ai pas parlé de chacun, je parlais que de assimilation et de la communication, parce que ça va toucher notre sujet d'aujourd'hui. Il y a le regard mental, la mentalité de la personne, le mindset de cette personne, les émotions de cette personne et la partie qu'on appelle spirituelle qui n'a rien à voir avec religion, qui est la partie de propos existentiels. Quel est son propos existentiel? Donc, l'insulinorésistance dans la matrice de la nutrition fonctionnelle. Vous savez qu'aujourd'hui, cette matrice va nous permettre de faire ce regard de la condition de santé de notre client, de faire un diagnostic et de proposer une solution. Mais je parle là de tout ce qui concerne l'insuline et la résistance à l'insuline. L'insuline affecte presque toutes les cellules de notre corps. Et là, regardez bien moi, à chaque fois qu'on va parler d'hormones, ça peut être, j'ai déjà parlé ici dans notre travail sur YouTube, Facebook et Instagram, dans notre masterclass sur la thyroïde. On a parlé beaucoup, énormément des hormones thyroïdiennes, n'est-ce pas? Donc, n'importe si ce sont les hormones stéroïdiennes, si ce sont les hormones thyroïdiennes, PTH, parathormones, hormones, vous devriez analyser chez votre patient, chez votre client, parce que vous savez bien que cette chaîne, c'est une chaîne que pour les professionnels de santé. Et je vais vous demander, professionnels de santé, avant de dire qu'est-ce qu'il faut analyser, n'importe quelle hormone vous allez analyser, de me faire quand même un like. Est-ce que vous avez déjà invité un autre professionnel, un collègue, pour venir nous joindre? Pourquoi, Elisa? Parce que j'ai besoin de perles. J'ai besoin de professionnels diamants qui veulent effectivement sortir de dire « je vous accompagne ». Ici, on ne va pas accompagner les gens, on va régler le problème des gens. Ce sont des choses complètement différentes, n'est-ce pas? Et je voudrais alors que vous invitez des gens pour venir. La live, elle est à 19h29 et ça n'est pas convenient pour tout le monde, mais ce n'est pas grave. La personne peut regarder après. Quand vous allez analyser des hormones chez votre client, votre patient, vous allez prendre en compte ce qu'on appelle le PTSD. PTSD. P, c'est la production, la synthèse de cette hormone.
il faut comprendre la production et la synthèse de l'hormone pour savoir s'il y a un déséquilibre quelque part. Donc, je vous donne l'ordre du raisonnement. Après, le transport, comment cette hormone est transportée. Après, la sensibilité de cette hormone. Donc, on va parler de récepteurs de cette hormone. Et notre sujet, insulino-résistance, va rentrer dans cette lettre S, sensibilité, récepteur, insulino-résistance. Ça veut dire qu'on va avoir un déséquilibre au niveau de récepteurs de l'insuline, que je vais parler un peu plus tard. Et les PTSD, les D, c'est la détoxification, c'est l'élimination de cette hormone. L'hormone insuline, c'est une hormone peptidique, donc ça ne donne pas grand problème parce que c'est une hormone peptidique. En revanche, quand on parle de progestérone, quand on parle d'estrogène, quand on parle de testostérone, là, c'est un peu plus compliqué parce que ce sont des hormones lipophiles qui vont être éliminées dans la phase 2 de notre foie. Pour cela, ils ont besoin de la phase 1, qui c'est la conjugaison, pour devenir plus polaires. Si vous ne connaissez pas, si vous avez des questionnements en disant « Non, hormones, c'est trop compliqué, je ne connais pas », je vous invite à aller à notre formation de base fondamentale et connaître qu'est-ce que c'est une hormone, comment les hormones sont synthétisées, qu'est-ce que c'est un récepteur d'hormones, qu'est-ce que c'est une hormone lipophile, qu'est-ce que c'est une hormone hydrophile. Vous aurez toute l'histoire des hormones pour vous préparer finalement à avoir un client devant vous. C'est ça notre objectif ici. Dans les modifiables, on va mettre le sommeil, l'exercice et le mouvement, la nutrition, micro et macro, les stress, la résilience, le rapport nature, famille et travail. Les éléments de facteurs environnementaux, on met dans la partie déclencheur ou antécédent. Ça va dépendre de la situation. Pourquoi? Parce que l'environnement, quand on dit modifiable, c'est modifiable par la personne, par le client ou par le patient. Le patient ne peut pas changer l'environnement en tant que planète. Et parfois, il y a l'environnement du travail. Ça, c'est d'un rapport travail. Donc, il faut bien préciser qu'est-ce que vous voulez dire par environnement. Et donc, on va suivre ici la chronologie que j'ai préparée. Alors, l'insuline. L'insuline est une hormone, comme je vous ai dit. Je vais mettre là, oh. L'insuline, le service d'escorte pour le glucose, on est bien d'accord, aide à obtenir du glucose dans la cellule. Ce n'est pas un cours sur l'insuline. Ça, vous pouvez avoir dans l'académie. Donc ici, je vais vous rappeler que l'insuline, c'est une hormone peptidique produite au niveau des cellules bêta du pancréas qui est dans les îlots de Langerhans. On a à peu près 1 million, on est millionnaire par rapport à îlot de Langerhans qui va se situer normalement dans la région de la queue du pancréas. Là, vous aurez les îlots qui vont avoir bien au milieu de ces îlots les fameuses cellules bêta responsables pour la production d'insuline. Et l'insuline, vous savez, quand on dit qu'elle sert d'escorte pour le glucose, c'est qu'elle va amener le glucose dans les cellules pour effectivement être utilisé ce glucose comme source d'énergie pour faire de l'ATP, n'est-ce pas? Et donc, cette réponse de l'insuline, elle va venir surtout dans la période postprandiale. À partir du moment qu'on commence à manger, il y aura une augmentation de glucose et là, l'insuline va venir pour faire l'escorte de ce glucose dans les cellules, n'est-ce pas? Et sans insuline, nous ne pouvons pas du tout faire rentrer ce glucose dans les cellules pour produire le fameux ATP, adénosine triphosphate, qui est, je vous dis déjà, une molécule qui n'est pas qu'une molécule énergétique. C'est une molécule de signalisation aussi, d'ailleurs, pour synthétiser l'insuline. C'est une merveille.
d'étudier comment on synthétise l'insuline dans les cellules bêta du pancréas. On va avoir besoin de cette signalisation de ATP, ADP. C'est très, très intéressant. Et donc, de l'autre côté, cette insuline, elle a aussi, l'insuline, j'ai mis là-haut, fait entrer le glucose dans les cellules, donc les mitochondries peuvent produire de l'ATP. Donc, quand on parle de mitochondries, d'ATP, on parle d'énergie. Donc, vous voyez déjà la liaison qui va se faire, et là, je vous montre une liaison très simple, très évidente, qui est la liaison du nœud communication, qui est l'hormone insuline, avec les nœuds énergie. Donc, il va falloir travailler ce nœud. La question est, quel nœud on travaille en premier, en deuxième, en troisième? Tout ça fait partie de la nutrition fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on fait en premier, en deuxième? Il faut absolument que vous compreniez que la nutrition fonctionnelle n'est pas du tout une méthode, n'est pas du tout un protocole. La nutrition fonctionnelle, c'est une façon de comment vous allez réfléchir. Comment je vais réfléchir pour arriver à solutionner le problème qui a mon client ou mon patient. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte en premier, en deuxième, en troisième? Comment je vais faire ça? Comment je vais donner un diagnostic nutritionnel et proposer un traitement qui a une séquence logique? C'est ça la nutrition fonctionnelle. Donc, on n'est pas là pour expliquer tout simplement la mitochondrie, le nœud énergie, l'ATP, oui. Mais quel est le rapport de l'insuline avec les nœuds énergie? Je donne un exemple là. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que je vais regarder en premier? Comment je vais avoir les antécédents? Je vais poser 1 million de questions. 1 million de questions d'antécédents. Vous mangez votre consultation en train de poser des questions et normalement, vous ne savez pas quoi faire après. Les naturopathes, par exemple, ils sont très forts pour poser des questions. Ils posent toutes sortes de questions. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire avec leurs réponses. Ils ne savent pas proposer un traitement efficace. Ça peut arriver et ça arrive énormément. Au moins parmi mes élèves qui n'ont pas encore l'assurance de dire « Vem comigo que je vais vous arriver à la vitalité maximale, à la vitalité positive maximale. » Et donc, je reviens ici à notre sujet où je vais vous expliquer que c'est très important la fonction de cette insuline parce que l'insuline n'est pas que cette action de production d'ATP. Elle a comme caractéristique l'insuline une action, une hormone anabolisante. Donc l'insuline est une hormone de stockage de graisse. D'ailleurs, c'est une hormone exclusivement anabolique. Et si on va maintenant dans cette dynamique parler de cette nœud que je viens de vous parler, qui est le nœud communication. Les nœuds communication, à chaque fois je vais revenir à moi-même. Vous connaissez les nœuds communication en tant que nœud? Ce nœud communication, il va inclure les neurotransmetteurs et les hormones. C'est la communication du corps. Soit elle est faite par les systèmes nerveux, soit elle est faite par les systèmes endocrinaux. Et parfois, on peut avoir un croisement du système nerveux et endocrinaux. Et là, si vous regardez ici, l'insuline affecte directement d'autres hormones. Elle va affecter les récepteurs des hormones thyroïdiennes ainsi que les récepteurs d'autres hormones. On peut donner par exemple la question de SHBG. Vous connaissez SHBG? Sex Hormone Binding Globulin. Ça, c'est un exemple où cette SHBG, elle fait le transport des hormones sexuelles, et spécifiquement testostérone et estrogène.
quand vous avez beaucoup d'insuline, il y a une augmentation de la SHBG. Et va alors, c'est très important ça, diminuer la disponibilité de testostérone et d'estrogène pour les cellules. OK? Vous avez compris. Si on parle de communication et d'autres hormones, on pourrait aussi inclure dans notre explication les stress. Là, on s'occupe du stress en tant que facteur de capacité de résilience, capacité de supporter des chocs, chocs émotionnels, chocs physiques, etc. Et donc, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Parce que stress, on parle de qui? De cortisol. Et le cortisol monte et mobilise le sucre quand on est stressé. Le cortisol monte et mobilise les sucres en catabolisant les protéines. Ça veut dire quoi exactement, Elisa? Ça veut dire que on va cataboliser les protéines en acides aminés et on va transformer quelques acides aminés qui sont glucogénèses, ça veut dire qui peuvent être transformés en glucose, on va les utiliser. Et ça, cette capacité du cortisol de mobiliser le sucre s'appelle néoglucogénèse. C'est la néoglucogénèse, elle est non seulement l'utilisation d'acides aminés, on peut utiliser du glycérol, on peut utiliser du lactate, on peut utiliser d'autres substances non glucidiques pour transformer en sucre. Et là, je vous montre que le cortisol, il va faire cette montée et mobiliser le sucre. Donc, néoglucogénèse qui a comme cause la montée de l'insuline. OK? Est-ce que vous avez bien compris? Bon, qu'est-ce que je vais parler maintenant? Écoutez-moi, à partir du moment qu'on a cette insuline, l'insuline, et là, je vais parler de l'impact de cette insuline, elle va avoir un impact sur le magnésium dans le corps. Elle va provoquer l'augmentation de l'insuline. Je ne parle pas d'insulinorésistance pour l'instant. Elle va provoquer l'excrétion du magnésium par les reins. Si on dit rein, on va affecter une autre structure qui est, deux structures d'ailleurs, une qui va être la fonction rénale et l'autre qui sera la biotransformation, parce que l'élimination est dans les nœuds biotransformation. Je suis en train de vous montrer le jeu entre les nœuds. Et ça, vous seriez capable de faire ça avec tranquillité si vous connaissez la nutrition fonctionnelle comme il faut. Alors là, vous avez, va obliger les reins à excréter plus de magnésium, affectant les niveaux de magnésium dans le corps. Tout ça, c'est augmentation de l'insuline. OK? Et on va aussi regarder ici. On est en train de parler de magnésium. C'est que, à part l'excrétion augmentée de magnésium, on va avoir un problème. Parce que le magnésium aide l'insuline à escorter les sucres dans les cellules. Vous voyez la problématique? Donc, augmentation anormale de l'insuline, excrétion de magnésium. Problème. Pour faire entrer les glucoses dans les cellules, et vous savez très bien, on a besoin de magnésium parce que pour faire la glycolyse déjà, on a besoin de magnésium. N'est-ce pas? Et il y a, dans cette situation, qu'on parle de niveau de magnésium, qu'on parle d'augmentation de l'excrétion de magnésium, il y a aussi à ce niveau-là une augmentation de la pression artérielle. Pourquoi? Parce que on va avoir les reins, il va cracher le magnésium de les urines et il va retenir le sodium. Une fois qu'il va retenir le sodium, on va augmenter la pression artérielle par notre système de angiotensine que vous connaissez, rénine-angiotensine.
Et là, on peut parler même de la conséquence de la non-voyage, de la non-action hypoglycémiante de l'insuline, qui est comme conséquence finale le diabète et la maladie cardiovasculaire. Une personne ne meurt pas de diabète. La personne, elle va mourir de problèmes qui sont référents au diabète. Maladie cardiovasculaire, c'est caractéristique du décès d'une personne qui a diabète. Type 2, là, je parle. Même type 1, n'est-ce pas? Donc, maintenant, on va parler de facteurs en termes des antécédents. Quels sont les facteurs qui vont faciliter cette insulinorésistance? Mais évidemment, vous êtes en train de dire que, Elisa, vous n'avez pas expliqué l'insulinorésistance. Le nom, il dit un peu déjà. C'est une résistance à l'insuline. Donc, je voudrais utiliser, pour que ça soit bien clair pour vous, une métaphore pour l'insulinorésistance. Cette métaphore, je l'utilise beaucoup avec mes élèves, qui est, on va imaginer que vous êtes en train de voyager et que pendant ce voyage, il y a une ville que vous passez et cette ville, elle pue énormément. Vous sentez, il y a d'ailleurs au Brésil une ville qui s'appelle Campos, qui est une ville de production de canne à sucre. Et quand on passe à côté de cette ville, on va sentir, mais ça pue. Vous imaginez pas comment. Ça pue vraiment le produit de la canne à sucre pour produire le sucre, mais ça pue énormément. Et donc, on fait même comme ça parce que c'est très puant. En revanche, vous savez bien que dans cette ville-là, qui pue beaucoup, il y a des habitants. Ces habitants, ils ne ressentent plus l'odeur de la ville. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a eu une résistance à cette odeur. Ils ne sentent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une réadaptation vis-à-vis de récepteurs du bulbe olfactif. Donc, ils ne sentent plus rien. Un autre exemple qu'on peut dire, c'est quand on a la musique très, très, très haute. Qu'est-ce qui peut se passer? Vous allez, à un moment donné, vous habituer et là, vous n'entendez plus la musique aussi haute. Il y aura une réadaptation du corps. Et l'insulinorésistance, c'est exactement ça. C'est une réadaptation du corps parce qu'il y a beaucoup d'insuline. C'est comme s'il y avait beaucoup de bruit. Ou il y a beaucoup d'insuline, comme si ça pue. Et donc, le corps va se réadapter. Il va diminuer les récepteurs à insuline. Et donc, on aura un excès d'insuline au niveau sanguin et un excès de glucose au niveau sanguin. Et là, vous allez voir la problématique de tout ça. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les cellules ne seront impactées par cette insulinorésistance. Et là, je voudrais vous dire que les antécédents les plus importants pour avoir cette résistance à l'insuline, on ne va pas se mentir, qu'il y a effectivement les facteurs génétiques. Mais attention, là-haut, j'ai mis génétique, je suis là-haut. Je reviens. Il y a ici les facteurs génétiques. Mais le facteur génétique n'est pas la majorité, n'est pas le plus constant. Ce qui est dans le cas génétique, c'est que parfois un petit peu de sucre peut parfois être désastreux pour certaines personnes parmi nous tous qui ont ce composant génétique. Vous voulez un exemple d'un composant génétique qu'on peut aujourd'hui mesurer dans la salive? On peut mesurer les gènes GLUT2. On peut. Le gène GLUT2, il est bidirectionnel. Il est extrêmement important. Et donc, il y a des personnes qui vont avoir un comportement du GLUT2 qui n'est pas un comportement idéal. Que pour vous donner un exemple. Il y en a d'autres, d'accord? D'autres facteurs.
génétique. Alors, une autre question, c'est, dans les études, ne pas être allaité en tant que bébé par notre mère et avoir une exposition précoce du sucre dans les formules. Ça, c'est une question de développement de insulinorésistance. Une autre question, c'est l'exposition là aux toxines. Aux toxines comme pesticides vont influencer, vont diminuer, vont altérer les récepteurs d'insuline. On a aussi exposition répétée au stress oxydatif et on peut faire un lien de ça avec le vieillissement. Le vieillissement, on a évidemment, plus on est âgé, on était plus exposé au stress oxydatif. Plus on a de stress oxydatif, moins on a d'antioxydants, plus on peut avoir de problèmes au niveau des récepteurs. Donc, je suis bien en train de traiter une hormone et de vous parler, pas de production, pas de transport, mais de la sensibilité du récepteur qui est l'insulinorésistance. Et donc, ce que je vous dis, c'est que les personnes, par exemple, en dessus plus de 60 ans, auront incidence d'insulinorésistance beaucoup plus sensible à l'insulinorésistance par rapport à ses habitudes alimentaires, par rapport à une augmentation de sucre. Et vous savez que les personnes plus âgées, elles ont la notion de se faire plaisir. Qui je pense que parmi vous, vous croyez beaucoup à cette histoire. Non, laisse la personne âgée manger du sucre pour se faire plaisir. Le problème, c'est qu'elle va se faire plaisir et après, elle peut avoir un cancer, un diabète, un Alzheimer. Donc, tout dans la vie, c'est une question d'expliquer à la population et cette population a le droit de faire un choix. Ce qui est un peu embêtant, c'est de dire aux gens, faites des efforts, améliorez votre alimentation. C'est pas améliorer l'alimentation, c'est pas faire des efforts. C'est de expliquer le choix A et le choix B. Et la personne va faire son propre choix en sachant qu'on peut les aider, on peut les motiver, on peut les faire sortir de la zone de confort, on peut changer sa perception. C'est ça notre objectif. Et pas faire les choses comme ça, un petit peu. Un petit peu, vous n'allez pas résoudre le problème de votre client et de votre patient. Alors, si on parle maintenant de médiateur. Médiateur, c'est l'expression, la communication des cellules. La communication des cellules au travers de notre sang, au travers de notre salive, au travers des urines, au travers des examens de bilan sanguin ou même de tests. Donc, s'il y a un sujet que dans mon cabinet est non négociable, est l'insulinémie. L'insulinémie est non négociable. Pourquoi? Parce que le management, on va dire, de la glycémie passe, écoutez, par l'insulinémie. Ça ne sert pas à grande chose de mesurer que la glycémie et que l'hémoglobine glyquée, même quand elles sont normales. Pourquoi, Elisa? Parce que je viens de vous expliquer que la fonction de l'insuline est de mettre votre glycémie, tout ce qui est mis dans le sang, votre taux de glucose dans le sang, dans la normalité, n'est-ce pas? Ça veut dire inférieur à 1 gramme par litre. Ça, c'est l'objectif de l'insuline, hypoglycémiante. Dès que vous aurez une hausse de glycémie, le pancréas va cracher de l'insuline. Donc, la question qu'on va se poser est-ce que cette insuline est normale, mais le pancréas est en train de cracher trop d'insuline? Et si le pancréas est en train de cracher trop d'insuline, on aura un problème. On aura un index OMA très haut,
un index OMA qui va constater que cette personne est prédiabétique. Et quel est le problème d'être prédiabétique? C'est que parfois, elle n'a pas les éléments que je viens de vous dire là, comme la génétique, et elle va jamais devenir diabétique, mais elle aura tous les signes, tous les symptômes, même les risques cardiovasculaires, même les risques de cancer, même tous les mal-être qu'il y a une personne diabétique, sans être diabétique. Vous comprenez la situation? J'espère que vous comprenez bien cette situation. Et on peut savoir aussi quelle est la sensibilité à l'insuline de cette personne. On peut savoir quelle est l'insulinémie, la sensibilité à l'insuline, que c'est une autre chose qui s'appelle QUIC. Et on peut savoir la glycémie et on peut savoir l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est la ferraille qui se balade dans notre corps. C'est la glycation. Et notre idéal fait partie du club que j'appelle club du 5%. C'est avoir une hémoglobine glyquée de 5%. Mais je n'ai pas fini parce qu'il y a même des personnes qui sont en train de prendre des médicaments qu'on ne comprend pas trop pourquoi, de metformine par exemple, à long terme, qui va avoir un déficit de vitamine B12 à long terme, La metformine, elle fait ça, elle diminue la B12. Mais ce n'est pas que ça, c'est que parfois la personne, elle prend cette B12 en sachant qu'elle a les peptides C. Ça veut dire que le pancréas de la personne est totalement capable de faire de l'insuline et on ne donne pas une chance au corps au travers de l'équilibrage de l'alimentation. Écoutez, équilibrer une alimentation d'une personne qui a une insulinorésistance, c'est ne pas tout simplement baisser le sucre comme ça. Baisser le sucre à quel grammage? Combien de sucre il faut prendre par jour? Est-ce que cette personne est ménopausée? Est-ce que cette personne est âgée? Est-ce que cette personne a la vésicule biliaire ou pas? Est-ce que cette personne a un pancréas qui fonctionne bien? Pancréas endocrine et pancréas exocrine. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a tous les éléments du corps qui vont entrer en jeu. Et ce que je vous propose, c'est d'avoir un ordre dans votre tête. Ce que je vous propose, c'est de comprendre le rapport. De quoi? Est-ce que mon patient a suffisamment d'insuline pour faire face au glucose dans son corps? Qu'est-ce qu'on peut éventuellement mesurer? On peut mesurer la glycémie, on peut mesurer l'hémoglobine glyquée. Ça, le médecin font tout le temps. Mais, comme je viens de répéter, je vais vous expliquer, c'est que ce n'est pas suffisant. Parce qu'on a besoin de mesurer le peptide C qui va donner la capacité du pancréas, qui doit être supérieur à 1. On doit mesurer l'index OMA, c'est très intéressant parce que c'est les rapports de l'insuline avec la glycémie, insulinémie et glycémie. Et comme je vous ai dit, l'hémoglobine glyquée, on devrait tous faire partie du club du 5%. Parce que l'hémoglobine glyquée, elle n'est rien d'autre qu'une ferraille qui se balade. C'est la glycation, le phénomène de glycation. Qui après, on va discuter les AGE, qui est glycation avancée, qui va donner des produits qui sont des produits qui ne sont pas bienvenus dans notre corps si ils sont un excès. Parce que notre corps va produire des AGE, ça c'est sûr. Mais notre corps va produire de l'hémoglobine glyquée. Mais le taux optimal acceptable, c'est 5%. Et la question que je vais répéter, c'est que vous, si vous avez votre glycémie normale, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La glycémie et l'hémoglobine glyquée normale peut être en train de cacher un prédiabète. Un prédiabète parce que votre pancréas est en train de cracher trop d'insuline. Et donc, vous avez plus de 35 picomoles, vous avez 60, comme je vois, 70 picomoles en termes d'insuline, et vous devriez avoir 35. Ça veut dire que vous êtes en train d'aller vers un prédiabète. Et peut-être,
vous ne serez jamais diabétique parce que vous avez des éléments génétiques qui ne vont pas permettre ça. Mais vous aurez tous les signes et symptômes, ou presque toutes, d'un diabétique. J'espère que je suis en train de contribuer à une nouvelle vision de la maladie, de la santé, de tout ce qu'on est en train de parler ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et donc, les médiateurs, si on parle alors de laboratoire, glycémie à jeun normal, ça veut dire quelque chose? Non. Insuline à jeun haute, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le pancréas est en train de cracher trop d'insuline. Le magnésium a un rapport avec l'entrée du glucose dans la cellule et avec la glycolyse, avec le cycle de Krebs, on a besoin de ce glucose. Et l'insuline, pour qu'elle soit efficace, on a besoin de glucose. Le vieillissement diminue le récepteur à l'insuline? Non, c'est pas exactement ça. Le vieillissement propose plus de stress oxydatif. Plus de stress oxydatif, plus de besoin d'antioxydants, sinon on va rentrer dans un processus inflammatoire chronique. Pourquoi? Parce que la réponse du corps en termes de stress oxydatif, c'est notre système immunitaire qui va déclencher. Et notre système immunitaire utilise le stress oxydatif comme réponse immunitaire. Plus on est âgé, on a une tendance à pas diminuer le récepteur à l'insuline, mais à perturber le récepteur à l'insuline et perturber dans le sens de rester, d'avoir cette insulinorésistance. D'accord? Alors, indice OMA ou index OMA, que je vous ai expliqué, et l'hémoglobine glyquée qui doit idéalement à 5. Je pense que j'ai tout expliqué. Maintenant, on va toucher un autre nœud, qui c'est le nœud assimilation par rapport à l'insulinorésistance. Toutes les cellules sont impactées par l'insulinorésistance, n'est-ce pas? Sauf les cellules endothéliales, les vaisseaux sanguins. Elles ne sont pas. Mais les cellules ne reçoivent pas leur énergie pour faire les fonctions, y compris la réception de nutriments. Vous comprenez bien qu'une personne qui est en insulinorésistance, on est d'accord, l'insuline met le glucose dans la cellule pour produire de l'énergie. Si la personne est insulinorésistante, il y a un problème au niveau de rentrée du glucose dans la cellule. Si on a ce problème-là, la cellule va avoir un déficit énergétique. Et si on parle d'assimilation, c'est notre intestin qui va prendre ça. Et si notre intestin va prendre ça, ça va avoir un problème d'absorption nutritionnelle. Et si on a un excès de sucre, ça va affecter le microbiome. Et si on affecte le microbiome, on est en train de parler de microbiote intestinal. Plus les tubes digestifs, plus tout ça, il est le plus grand organe endocrinien. Le tube digestif est le plus grand organe endocrinien, directement lié à cette communication ici. Et si vous voulez, je peux vous rappeler qu'on va avoir à peu près minimum 30 hormones qui vont rentrer là, dans ce tube digestif. Il y a plus, mais on va parler à peu près de 30 minimum, qui vont affecter à leur tour la sécrétion d'insuline. Vous voulez des exemples? GIP, GLP-1, qui sont les incrétines. Incrétine, ça veut dire increase, augmenter l'insuline. C'est à ça qui sert les incrétines. D'ailleurs, il y a même des médicaments proposés pour faire la place de ces incrétines pour augmenter l'insuline dans le cas de personnes diabétiques. N'est-ce pas? Donc, l'intestin se présente déséquilibré. On aura des déséquilibres au niveau d'insuline.
toutes les cellules deviennent résistantes à l'insuline, sauf les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins. Elles ne sont pas résistantes à l'insuline, mais elles seront endommagées par l'insuline. Eh oui, typique de prédiabétiques et des diabétiques. Alors, quand je parle de cette insuline, que je dis qu'il va avoir des retentissements au niveau de l'assimilation, il faut que vous compreniez ça et vous arrêtez de travailler à l'envers. Je vais dire que cette personne, la majorité des personnes qui pensent qu'ils sont en hypoglycémie, en fait, elles sont en hyperglycémie. Elles disent, ah, je me sens pas bien, il faut que je mange un peu de sucre. En fait, dans mon cabinet, ce qu'on va constater, c'est qu'elles sont plutôt en hyperglycémie. Donc, l'hypoglycémie peut signifier, pourrait être que le sucre est dans le mauvais endroit. Le sucre est dans le sang et pas dans les cellules. Vous comprenez ça? Le sucre est dans le sang et pas dans les cellules. Et donc, ça peut provoquer, si vous avez un problème de fringale, par exemple, vous pouvez, on est en train de travailler là, normalement, les gens vont mettre ça dans les émotions, ok, dans le mental, le fringale. Mais le fringale, à part le fait que vous pouvez avoir une candidose, et là on est dans le nœud assimilation, ça veut dire que vous avez un problème avec le sucre, les gens qui ont de fringale. Si vous avez un problème avec le sucre, vous allez avoir des problèmes au niveau de fringale, de santé mentale. Pourquoi, Elisa? Parce que les cerveaux, ils s'utilisent du sucre directement. Le sucre qui est dans le sang, ils l'utilisent. Paf! Heureusement. Mais vous avez tout un déséquilibre du sucre pour entrer dans les cellules, comme les cellules musculaires, qui ont besoin du GLUT4, qui c'est plus compliqué, comme les cellules qui sont dépendantes vraiment de l'insuline directement. Cellules musculaires, cellules adipeuses, et vous aurez ce fringale parce que vous avez un déséquilibre de l'insuline. Vous comprenez ça? Et n'oublions pas qu'on a aussi la question, vous voyez que cette insulinorésistance va toucher absolument tout. Le soutien immunitaire, quand on a une insulinorésistance, est affecté. Il va augmenter aussi la susceptibilité aux infections. Il va augmenter l'inflammation. Vous avez plus de sucre, mon Dieu, dans la circulation sanguine. Vous êtes en train de créer pas mal de problèmes. NF-κB, inflammatoire, a un rapport direct avec l'insuline. Insuline et inflammation, les deux voies sont deux voies qui vont se intercroiser. Mais ça, c'est un sujet un peu plus complexe qui mérite une explication beaucoup plus longue. D'accord? Mais n'oubliez pas, rappelez-vous, que la voie de l'insuline et la voie de l'inflammation s'intercroisent. OK. Et en termes de nutrition, on va revenir à les actions maintenant. Ça veut dire comment s'adresser à l'insulinorésistance. Évidemment, réduire le glucide. Tout le monde pense savoir réduire le glucide. Ça, c'est un problème. Parce que nous avons l'histoire de glucides. Je vais mettre cette explication ici, parce que je voudrais que vous me regardez. La question de quand une personne a une insulinorésistance, qu'est-ce que vous allez proposer pour s'adresser à cette insulinorésistance? Je suis sûre que vous êtes en train de dire réduire les glucides. OK. Mais
les professionnels, ils pensent qu'ils savent réduire le glucide. Nous avons plusieurs questions par rapport à ce glucide. Je sais que parmi vous, vous allez dire qu'on a les glucides, les sucres lents, les sucres rapides, mais la question n'est pas là. Les études nous montrent aujourd'hui qu'il y a une relation entre index glycémique et charge glycémique. Parfois, on a un aliment qui a un index glycémique très haut, mais la charge glycémique n'est pas très haute, comme la confiture, par exemple, parce que vous n'allez pas manger une quantité énorme de confiture. Il y en a d'autres que c'est le contraire. Vous mangez une charge glycémique importante avec un index petit. Et donc, c'est la combinaison de charge glycémique et index glycémique qui va faire la différence dans la vie de votre patient en termes de syndrome métabolique, en termes de perte de poids, en termes de ménopause, en termes de tout ça. Parce que aujourd'hui, nous allons travailler avec ce qu'on appelle les quantités de glucides nettes. Et vous allez remarquer que le riz blanc et les riz complets, si on regarde les glucides nets et le rapport glucides en tant qu'index glycémique et charge glycémique, il n'y a pas de différence entre le riz blanc et les riz complets. Je sais que vous êtes en train de dire, elle est folle celle-là? Non, je ne suis pas folle. Ça, c'est aujourd'hui le sujet qui nous intéresse énormément. C'est d'étudier l'index glycémique net qu'il va falloir diminuer de la quantité de fibres présentées par chaque glucide, par chaque carbohydrate, si vous voulez vraiment changer la vie de votre client et de votre patient. Donc, pour s'adresser à l'insulinorésistance, c'est ne pas réduire comme ça, tout simplement, le glucide à votre bonne volonté. Il y a d'autres facteurs très importants qui vont jouer. C'est une femme, elle est ménopausée ou pas? C'est un jeune, c'est une adulte femme ou une adulte du sexe masculin? C'est un bébé, c'est un enfant. Chaque population, chaque cible aura une vision complètement différente de éliminer, je parle, l'insulinorésistance. Et je mets ici pour vous la chose la plus connue. Ça, là, ce que je vais dire, il n'y a rien de nouveau. Que les gens disent tout le temps. Réduire les glucides, augmenter les aliments riches en nutriments, légumes, fibres et bonne graisse. Si cette information c'était vraiment utile, elle aurait déjà changé la vie de tout le monde, même la vôtre, qui peut-être est un petit peu en surpoids. Peut-être vous, femme ménopausée qui me regarde, qui est un professionnel de santé, a quand même un bidou, un ventre. Parce que vous n'avez pas encore étudié la question sous un point de vue de la nutrition fonctionnelle. Vous voyez? Donc, c'est très important ce sujet. Et l'exercice, activité physique, je voudrais donner le nom de mouvement. On sait, c'est prouvé, que l'exercice est très important. Et spécialement l'exercice qu'on va appeler High Intensive Training. Né? Sur une courte période, on va faire augmenter la fréquence cardiovasculaire très haute. Ça, c'est hyper important pour diminuer l'insuline, diminuer l'insulinorésistance. Mais si vous êtes devant une personne âgée, si vous êtes devant une personne ménopausée, au-delà du HIIT, qu'on appelle HIIT en français, vous aurez besoin d'augmenter la masse musculaire de cette personne. Parce qu'en augmentant la masse musculaire, vous allez tomber dans la question
de cortisol pour la personne stressée. Donc, on va augmenter la masse musculaire pour permettre déjà une augmentation de l'os et on va augmenter le GH qui est le growth hormone, ou hormone de croissance, et on va diminuer l'insuline. Vous voyez? Et le sommeil. Pourquoi, Elisa, le sommeil? Donc, vous voyez que tout ça, c'est dans la racine de notre arbre de la nutrition fonctionnelle. Et là, je crois que je vais vous apporter une nouveauté. Et je vais venir ici pour vous donner cette notion. Regardez bien ce que je vais vous dire. Je sais que vous savez que le sommeil est important. Je sais que peut-être vous savez même que le sommeil est très important pour l'insulinorésistance. Mais je voudrais vous apporter une connaissance qui doit être une connaissance appliquée de plus à cette histoire de sommeil. C'est que si une personne a une mauvaise nuit de sommeil, une nuit de sommeil, elle doit faire attention à son alimentation le lendemain. Probablement, elle aura envie de manger du sucre, elle aura des fringales. Pourquoi? Parce que une nuit de sommeil peut créer une courte période d'insulinorésistance. Vous le savez ça? Vous devriez augmenter l'apport hydrique. Si vous avez l'habitude de boire entre 2 litres d'eau par jour, si vous êtes à 1 litre et vous êtes un adulte, vous avez déjà tort. Mais si vous êtes à 2 litres, par exemple, le lendemain de cette nuit, vous aurez l'obligation de boire beaucoup plus et, si possible, couper le sucre complètement. Je ne sais pas si vous saviez ça. C'est une information très importante. Pratique, de ordre pratique, courte période d'insuline-résistance. Il faut réduire les glucides à IGO en intégrant la charge glycémique. Pas exactement. Il faut composer charge glycémique et index glycémique. Aujourd'hui, on a déjà des tableaux qui vont nous montrer ça. Et il faut faire un calcul de la quantité d'hydrates de carbone, de glucides net qu'il y a dans chaque aliment. Ça, c'est un processus qu'il va falloir apprendre. D'accord? On va éliminer la fibre présente et on va calculer la quantité. Et une autre chose, c'est qu'il faut savoir, sous un point de vue optimal, chaque population doit manger combien de sucre par jour. C'est ça notre question, très importante. J'espère que ça vous a plu. Toutes les informations qui concernent ce chapitre extrêmement important qui prend l'assimilation, les nœuds immunitaires, les nœuds de biotransformation, les nœuds qui par excellence, c'est le nœud de communication, avec tous les enjeux, comment on analyse l'insuline, la production, les transports. Aujourd'hui, on se concentrait sur l'insulinorésistance, la sensibilité des récepteurs, mais il y a aussi tout un processus en termes d'hormones, de détoxification, phase 1, phase 2, méthylation, acétylation, désacétylation, glucuronidation, qui sont des phénomènes chimiques que vous ne pouvez pas vous en passer si vous voulez régler, par exemple, des problèmes de ménopause, si vous voulez régler des problèmes de faim, si vous voulez régler des problèmes même pour faire tout simplement coach sportif, une activité physique qui donne vraiment de résultats. Il y a donc un cercle vicieux pour les personnes qui font des insomnies. Parfait, tout à fait, exactement. Mais il ne faut pas se méfier à une seule explication. Ils sont diabétiques. Attendez, diabétiques contrôlés ou pas? Parce qu'on a des personnes qui sont plus diabétiques d'ailleurs, ex-diabétiques, elles auront toujours la possibilité d'un terrain diabétique, mais elles ne sont plus diabétiques.
Il y a les pré-diabétiques qui ne sont plus pré-diabétiques. Et il y a ceux qui sont insulinodépendants, mais bien contrôlés avec une alimentation. Parce que ce n'est pas parce qu'on est insulinodépendant qu'on peut manger n'importe quoi, comme la majorité de patients insulinodépendants font. Ils sont en train de détruire la santé quand même, par d'autres biais. Est-ce que vous avez trouvé utile cette live d'aujourd'hui? Il faut savoir que la connaissance sans application, sans savoir comment faire, comment se comporter devant le client, est simplement de l'information. Il faut savoir l'appliquer. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt e vem comigo. Vem comigo!